Toujours très heureux de venir ici. Donc on va discuter des conditions de survenue des ruptures capsulaires postérieures sans trop détailler leur gestion. Donc vous voyez ici à droite une rupture capsulaire postérieure avec le capsulorhexis antérieur qu'on voit bien et les masses dans la couronne, et à gauche un implant qui est forcément décalé par la petite protubérance du vitré. Suivante. Alors, je vous rappelle que quand on dit rupture capsulaire postérieure, on oublie souvent les zonules. Mais rappelez-vous que quand on faisait de l'intracapsulaire, on mettait de l'alpha-chymotrypsine pour liser la zonule et on enlevait le sac en entier, donc l'extraction intracapsulaire. L'extracapsulaire, c'est ouvrir le sac capsulaire et enlever le noyau pour mettre l'implant dans le sac. Et en fait, des fois, on a des ruptures zonulaires. Vous imaginez bien que si vous avez une rupture zonulaire sur 180 degrés, vous risquez une issue de vitré, mais qui ne se produit pas forcément si votre rupture zonulaire prend quelques degrés. Vous avez en haut la pseudo-exfoliation capsulaire. En 1, c'est le ligament de vigueur. Il y a un petit ligament très, très léger, forcément, entre la capsule postérieure et la hyaloïde antérieure. Et en 2, vous avez l'espace de Berger. Suivante. Suivante. Alors, une petite animation pour vous montrer quelque chose d'important. Quand vous faites votre capsulorhexis, vous avez sûrement remarqué, avant, je voulais vous dire qu'entre l'équateur du cristallin et le corps ciliaire, vous avez ce petit espace qui mesure ce que vous voyez. Et comprenez bien que vous avez des fibres cilio-capsulaires qui partent du corps ciliaire pour aller vers la capsule antérieure, vers l'équateur et vers la capsule postérieure. Et également, prenons une fibre qui part de l'équateur du cristallin, elle va aller en haut, en antérieur du corps ciliaire, dans le corps ciliaire et en postérieur du corps ciliaire. Donc c'est très entrecroisé et il faut comprendre que ce rideau zonulaire participe avec la capsule postérieure à la barrière vitréo-aqueuse. Suivante. Voilà, et ce que je voulais vous dire, vous avez sûrement remarqué des fois, quand vous faites votre capsulorhexis et qu'il est trop grand, suivante, revenez en arrière s'il vous plaît, la vidéo n'a pas démarré. Quand vous faites votre capsulorhexis antérieur, vous avez sûrement remarqué que si vous êtes trop large, vous êtes embarqué vers l'extérieur, vers la périphérie par les rails de ces fibres zonulaires. Et des fois, on le voit très bien au microscope, en fort grossissement, des fibres ectopiques qui peuvent venir même dans un cercle de 4 mm de la capsule antérieure. Donc, attention, capsulorhexis petit, facile à faire, mais phaco difficile, et risqué pour les ruptures capsulaires, et capsulorhexis large, phaco facile, parce que vous pouvez toujours sortir votre noyau, mais risque de trait de refend. Suivante. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on veut? On veut cette situation où on a vidé le sac capsulaire. Et quand on dit je mets l'implant dans le sac capsulaire, vous mettez en fait l'implant dans un nouveau sac capsulaire, un néosac capsulaire. Parce qu'un sac capsulaire, c'est un sac avec le noyau à l'intérieur, avant une cataracte. Mais quand vous extrayez votre noyau, en fonction du capsulorhexis que vous avez fait, de sa taille de capsulorhexis, de son centrage et de sa forme, vous allez conditionner beaucoup de choses, et moi j'appelle ça le néosac capsulaire. En plus, un néosac capsulaire, quand vous avez vidé le cristallin, il est collabé, il fait 1/2 mm d'épaisseur que vous remplissez avec du visqueux, mais en fonction également des tractions zonulaires que vous avez exercées pendant votre phaco, qui est le trampoline qui maintient votre sac capsulaire entre la chambre antérieure et le vitré, et en fonction de ça, vous avez un néosac qui va se comporter d'une façon différente, et en fonction de l'ossature que vous allez mettre dans ce sac, l'implant, l'os, vous allez conditionner les opacifications capsulaires et le maintien du centrage de l'implant à long terme. Puisque si les capsules recouvrent l'implant ou ne le recouvrent pas, ça va conditionner les opacifications. Suivante. Alors, regardez un petit film, ce n'est que la fin. C'est un film qui a eu un prix à l'ASCRS il y a au moins 20 ans. Et vous voyez un test de tension, d'élasticité et de résistance du rhexis. Que vous avez, c'est un rhexis d'un œil de porc, et vous voyez qu'on mesure, voilà, ils viennent claquer. Donc, pourquoi le rhexis, le capsulorhexis curviligne continu a eu une telle cote? C'est parce que par rapport au timbre-poste, il est résistant, il peut se dilater et résister à vos manœuvres suivantes de phacoémulsification. L'hydrodissection, comme vous le voyez ici, alors, est-ce qu'on peut rompre une capsule postérieure avec une hydrodissection?
Alors, j'en vois qui hoche la tête. La pression d'eau qui est à l'intérieur, on peut considérer qu'elle pourrait faire claquer la capsule postérieure vers le bas. Alors ça, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que la pression que vous avez d'eau, s'il y a trop d'eau, ça va ressortir par le rexis antérieur et par l'incision. À mon avis, le mécanisme de rupture suivante, lors d'une hydrodissection, peut être celui-là, qui est un film qui a eu également un prix à la SCRS. Regardez, c'est une piqûre de l'équateur, c'est du colorant bien sûr, et vous voyez, on peut, je pense, c'est rare, mais piquer un équateur de sac lors de son hydrodissection, ne pas le voir, démarrer la phaco, et après, dès qu'il y a une petite déhiscence de la capsule, tout s'ouvre. Suivante. Alors, l'hydrodélinéation, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, c'est le golden ring. Vous injectez de l'eau dans le cristallin, je ne pense pas que ce soit très générateur de rupture capsulaire. Suivante. Ce qui est très méchant, c'est le trait de refend. Alors, le trait de refend, si vous le voyez, vous êtes méfiant. Je pense que d'autres orateurs vont montrer des gestions de phaco dans ces cas-là. Mais comprenez bien qu'on a vu que le rideau zonulaire étant assez résistant, comme on le voit en haut, un trait de refend s'arrête à l'équateur. Et c'est à la faveur des changements de pression de chambre antérieure que vous risquez de faire continuer ce trait de refend à la périphérie. Et des fois, vous dites, tiens, la capsule s'est rompue toute seule. Une capsule ne se rompt jamais toute seule. Ça a beau mesurer 7 à 10 microns, c'est fragile. Mais c'est toujours fragile par rapport aux instruments qu'on rentre dans l'œil. Donc, retenez bien, surtout pour les jeunes, que toute rupture capsulaire postérieure est iatrogène. Et c'est très souvent un trait de refend suivante, ou même deux qu'on n'a pas vu. Ici, 2 traits de refend, une petite animation en haut pour montrer ce qui se passe avec un trait de refend, ou 2. Suivante. Alors, lors de la phaco, là aussi, vous pouvez créer un trait de refend parce qu'un phaco peut très bien couper un capsulorhexis, surtout dans ces situations-là. Suivante. Et les mécanismes majeurs de rupture capsulaire, c'est la rupture d'occlusion. Vous êtes en pression augmentée, le petit fragment rentre dans le phaco et votre capsule vient au contact. Et là, vous n'avez pas de joker. Capsule au contact de l'orifice de phaco, c'est suivante, rupture capsulaire. Et il faut comprendre que ce ne sont pas les mouvements de rabot du phaco qui rompent les capsules. C'est un mouvement mécanique. Vous ne rompez pas les capsules avec ça. C'est l'aspiration de l'orifice qui est trop grand. Suivante. Voilà par exemple ici un trou à l'emporte-pièce qui est en face du phaco et qui entraîne une rupture. Suivante, parce qu'on a été masqué par... alors ici, c'est de la chance, parce que vous avez presque un capsulorhexis postérieur avec le phaco, mais par rapport au capsulorhexis postérieur, vous arrivez à conserver la hyaloïde intacte. Là, vous avez une bulle de vitrée et une couronne capsulaire. On peut éventuellement mettre l'implant dans le sac dans des circonstances pareilles. Suivante. Alors, une autre question. Phacomaniac 87. Vous voyez, 1987, hein, il y a 30 ans. Pietrini et Dr Guy Michel avait donné ce film, suivante, et qui discutait, est-ce qu'on peut, avec des fragments de cristallin acérés sur un noyau dur, rompre une capsule postérieure? Qui pense que oui? Eh bien, on va voir, suivante, on va voir par analyse, par des techniques de Miyake. Technique de Miyake, c'est un œil qui est préparé avec une caméra en dessous, suivante. Et donc, regardez, vu de dessous, une phaco, ce qu'on n'a jamais l'occasion de voir. Donc, voilà ce qui se passe, les tractions dans le sac, lors de votre cracking. Donc, c'est pas moi qui ai fait ces vidéos suivantes, c'est le docteur Bob Osher, et qui a montré que c'est surtout au dernier fragment qu'on peut avoir des problèmes. Et il a essayé, en mettant des fragments de cristallin acérés dans un sac qui a été vidé, il a essayé de rompre la capsule par ce mécanisme, comme vous voyez ici. Suivante. Ensuite, un fragment ici. Donc, il a pris un fragment dont il a acéré les bords. Il essaie de rompre la capsule. Suivante. Et il est allé chercher, c'est humoristique dans son film, on le voit aller chercher dans une carrière le roc le plus dur des États-Unis, et avec ce petit fragment de pierre, regardez les plis capsulaires postérieurs, eh ben, vous pouvez avoir confiance quand vous regardez d'en haut, que vous ne voyez pas ce qui se passe, vous êtes en train de faire un cracking, vous vous dites, oulala, peut-être que mon fragment de cristallin va rompre la capsule, ce n'est pas le mécanisme suivant de rupture capsulaire postérieure. Vous avez une technique aussi pour les débutants, c'est la phaco sans IA. Un phaco peut-il marcher sans qu'il y ait une aspiration? Oui ou non? Oui? Oui? Eh bien oui, ça peut marcher. Je n'avais pas dit suivante. On va revenir un peu en arrière, s'il vous plaît. En arrière. Voilà. Donc un phaco marche très bien. Vous allez me dire, mais comment ça aspire?
eh ben, ça aspire passivement puisque vous avez une pression de perfusion dans l'œil et ça sort par l'orifice de Fako. Bien sûr, vous ne pouvez plus avoir un effet pince pour tracter sur des fragments. Mais ça, c'est très safe pour la capsule postérieure puisque, je vous répète, 90% des mécanismes de rupture capsulaire sont les ruptures par aspiration par l'orifice de Fako. Suivante. Mais statistiquement, c'est lors de l'irrigation-inspiration, ici une bimanuelle, que se produisent le plus fréquemment les ruptures. Suivante. Donc voilà, une rupture capsulaire et le problème, ce sont les masses. Avoir une rupture capsulaire, ce n'est pas grave, mais ce qui est grave, c'est de laisser du matériel antigénique dans le sac capsulaire. Suivante. Et alors, vous avez souvent eu, en irrigation-aspiration, ceci. En haut à gauche, vous voyez qu'on peut prendre ça pour une masse capsulaire, c'est l'équateur du sac. Et c'est là que vous faites des petites déchirures zonulaires, pas forcément une rupture capsulaire, une rupture d'équateur ou une rupture du sac. Suivante. Et dans ces conditions-là, ce n'est pas un orifice de Fako, donc la capsule est aspirée comme un tissu. Suivante. Eh bien là, si vous n'arrivez pas, en faisant reflux ou en relâchant votre pédale, parce que tous les Fako, les anciens Fako ne renvoyaient pas de l'eau par l'orifice, vous pouvez couper, comme vous voyez ici, l'aspiration, et ça relâche votre capsule postérieure. Donc, en IA, quand vous aspirez une capsule, si vous ne tirez pas, parce que là, si on tire, ça se rompt, si vous ne tirez pas, vous avez une chance de libérer la capsule. Suivante. Et là, une vue de Miyake d'un polissage capsulaire antérieur. Donc, vous voyez sur le schéma du bas ce que ça fait. En fait, ça ne rompt pas les capsules suivantes, mais ça rompt les zonules. Et donc, ça donne ce que j'ai décrit il y a pas mal d'années aussi, le syndrome du hiatus zonulaire. Vous voyez cette petite masse qui est ici, suivante. Et bien, en fait, elle est sous la capsule postérieure, elle est dans l'espace de Berger qui s'est ouvert. C'est passé par un petit orifice zonulaire, suivante. Et en fait, il ne faut pas aller chercher ce petit fragment qui est situé sous la capsule postérieure, parce que sinon vous allez la rompre. Et en mettant du visqueux, vous rétablissez la convexité de la capsule postérieure et vous voyez le fragment se déplacer latéralement. Alors que s'il y avait une rupture, il irait vers le fond d'œil. Suivante. Et alors, vous voyez ici à gauche, encore plus grave, syndrome de hiatus zonulaire, c'est-à-dire petite rupture sur quelques degrés d'une zonule, plus trait de refend. Et là, à la faveur de la poussée postérieure, le trait de refend va faire le tour. Le trait de refend, très attention, il déchire la capsule postérieure à la faveur des mouvements de pression de cette capsule ou du sac. Suivante, des variations de pression dans la chambre antérieure. Bon, on va aller vite sur les injections d'implants avec rupture capsulaire, c'est toujours possible. Suivante. Alors, la gestion, on va aller vite, suivante aussi. La gestion des ruptures capsulaires et après implantation. Là aussi, suivante. Je pense que ça va être décrit par les autres orateurs. Et enfin, pour terminer, très important, la résistance de la capsule change en post-op. Donc les changements d'implant, ici un implant PMMA, c'est facile. Un sac peut toujours s'ouvrir en post-op. Vous pouvez toujours trouver un orifice, injecter du visqueux et rouvrir le sac. Suivante. Et la résistance des capsules qui sont ici symphysées, et voilà, d'accord. La résistance des capsules est importante et vous pouvez sortir un implant du sac par ce mécanisme. Ici, bon, il faut agrandir, mais un implant pliant, vous pouvez le plier dans l'œil ou le couper. Il y a des ciseaux, genre ciseaux de Katzin, crénelés, qui coupent très bien un implant en 4. Et par une incision de 3 mm, vous pouvez sortir un implant et remettre un implant dans le sac en cas d'erreur de calcul d'implant. Suivante, ou d'implant multifocal qui ne convient pas. Pour terminer, pour les jeunes, un Fako, il y en a 5. Suivante, 5 Fako, j'ai fini. Je sais que j'étais un peu long. Position 1, c'est un irrigateur. Vous irriguez pour agrandir votre chambre antérieure, pour écarter des fragments lors du cracking. Suivante. En position 2, non occlus, vous avez un aspirateur dans les mains. Le Fako, on dit souvent, il fonctionne comme un rabot. Non, il fonctionne comme un rabot que tout à l'heure. On va le voir juste après. Mais il a 5 fonctions. L'irrigateur, l'aspirateur, c'est un aspirateur. Vous aspirez du cortex pour vous faire de la place. Vous aspirez une petite masse qui se balade. Suivante. Et les jeunes... non, revenons en arrière, parce que là, on a... oui, pardon. Non, on est bon. Donc, position 2, occlus. On va faire tourner la vidéo. Recliquez sur la vidéo pour qu'elle tourne. Position 2, occlus. Vous avez une pince dans les mains, une pince à sucre. Vous attrapez des fragments de noyaux avec ça. Donc, vous occluez en augmentant la pression. Vous attendez, en fonction du débit que vous avez choisi, que ça monte. Et là, vous pouvez attraper un fragment pour aller faire ce que vous voulez. Suivante. Maintenant, on va regarder les positions 3 de la pédale. Position 3, non occlus. C'est là que c'est un rabot. Vous faites vos sillons pour le cracking. Vous tournez, vous faites des sillons. Et position suivante, j'ai fini. Position 3, occlus. Dans les mains, vous avez un broyeur. C'est-à-dire, vous êtes allé chercher avec votre pince un fragment et vous l'éclatez. Mais vous libérez l'occlusion. Et c'est là que vous risquez, si la pression est trop montée, de rupture capsulaire postérieure. Je vous remercie. J'ai été un peu long, je m'en excuse.